Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour messieurs. Vous n'êtes pas encore en plein écran, mais je prie à notre spectateur de me croire sur parole. Aujourd'hui, Didier va nous présenter dans l'analyse des spiritualités existantes la notion d'extractiviste, que tout le monde découvre un peu aujourd'hui. Il va nous faire une présentation qui s'affiche là. Donc, je vais mettre en plein écran. Didier, si tu veux bien commencer. Vas-y. Voilà, eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes et merci pour votre présence. Donc, je vais effectivement vous Est-ce que expliquer. tu peux juste déplacer le petit, tu sais, votre écran est partagé, la petite barre noire là. Alors tu, Ouais, ouais, alors tu te mets, voilà, là, tu cliques là et tu déplaces. Voilà, c'est ça. Que ouais, ça soit pas d'accord. sur ton, tu mets carrément en haut si tu veux de ton écran, voilà. Ouais, d'accord. Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Encore plus Donc, haut. Voilà, très bien. Là, au moins, ça va pas gêner. Voilà, très bien. ok. Parfait. Voilà, donc les extractivistes, c'est le thème d'aujourd'hui. Donc, ce sont ceux qui pratiquent l'extractivisme, hein. Donc, l'extractivisme, on va, dans la première partie, euh, définir le mot, hein, qui n'est pas connu de tout le monde, hein. Donc, il s'agit d'un néologisme de forme qui est issu du procédé qui est appelé dérivation par suffixation. Bon, alors on est parti, enfin, ceux qui ont forgé le mot, hein, ils sont partis de l'adjectif féminin extractive. Hein, on peut dire par exemple une activité extractive ou une industrie extractive, hein. Et ils ont rajouté donc le suffixe isme. À partir de ce moment-là, bon, c'est normal que la voyelle finale de l'adjectif féminin, elle saute, hein, et donc ça devient le mot extractivisme. Donc pourquoi le isme? Eh ben parce que au départ, c'était un modèle de développement qui a été proposé. On va voir ça plus en détail après, hein. Donc on a ici euh, un extrait d'un article qui a été fait par l'Institut de recherche et d'information socio-économique, qui nous dit on L'iris. parle de plus en plus d'extractivisme, bien que ce mot demeure pour le moment peu connu. Il a été utilisé pour la première fois vers 1990 au Brésil, forgé par des chercheurs scientifiques pour désigner l'extraction des ressources de la forêt amazonienne. Donc là, on est dans un cadre très restreint, hein, d'un petit groupe de scientifiques, hein, et donc qui ont étudié comment proposer un modèle de développement pour éviter la déforestation de la forêt amazonienne. Alors il a ensuite été étendu, alors moi je dirais plutôt détourné, par des militants, donc des militants d'Amérique du Sud, des militants politiques, hein, qui militaient pour la défense de l'Amazonie, pour empêcher la déforestation. Donc il a été étendu par des militants d'Amérique du Sud à toute forme d'exploitation massive des ressources naturelles sans tenir compte de leur renouvellement ni de leur impact sur l'environnement et les populations. Donc on voit déjà, ici on a deux définitions qui sont quand même très différentes, presque opposées, hein. Mais la première définition, c'est celle qui a été mise en place par les chercheurs scientifiques, hein, donc pour désigner l'extraction des ressources de la forêt amazonienne. Voilà. Ensuite, donc cette désignation d'extractivisme a débouché au Brésil sur ce qu'on a appelé les réserves extractivistes, hein, sont apparues au Brésil suite aux problèmes rencontrés par les paysans extracteurs du latex de l'EVA et de la noix du Brésil. Donc je pense que tout le monde a entendu parler de cette histoire de Chico Mendes, donc, qui défendait les extracteurs de l'EVA, hein, ce qu'on appelait les seringueros, et il a été assassiné parce qu'il défendait justement, il empêchait ceux qui voulaient pénétrer sur le territoire, hein, notamment les éleveurs de bétail et tous ceux qui voulaient effectivement faire de l'extraction de minerais ou de l'agriculture ou des choses comme ça, hein.
Donc il a été assassiné. Bon, ça t'est arrivé assez souvent au Brésil, qu'il y ait des gens qui dépendent de la forêt amazonienne et qui se fassent assassiner. Voilà. Alors les scientifiques et les politiques ont proposé ce nouveau modèle de préservation des ressources forestières, les réserves extractivistes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ont été, les réserves extractivistes, elles ont été créées autant pour contrôler la gestion des ressources que pour protéger les habitants des invasions extérieures. Donc là, je donne un exemple. Par exemple, la réserve extractiviste d'Iratapuru en Amapá, donc je connais parce que j'ai passé une dizaine de jours là-bas à étudier l'extraction de la noix du Brésil. Voilà. Alors ensuite, ce qu'il faut bien expliquer, c'est il y a cet extractivisme, derrière, il y a une très très grande diversité de situations. L'extractivisme renvoie à une pratique universelle. Pourquoi universelle? Eh bien tout simplement parce que toute créature vivante extrait de la création les ressources dont elle a besoin pour pouvoir subsister, être en vie. Donc c'est quelque chose de tout à fait naturel et nécessaire. Donc une pratique naturelle, celle de l'utilisation de ressources naturelles spontanées. Il n'est pas lié à une époque, une technique, à un milieu ou à un système de production, mais désigne une grande diversité de situations et de milieux où se combinent ressources biologiques, systèmes d'activité, techniques d'exploitation et systèmes de production. Voilà. Donc une grande phrase un peu compliquée qu'on peut résumer par la toute petite phrase ici en bas. Chaque ressource est un cas particulier. Donc il faut analyser ressource par ressource dans le détail. Voilà. Alors ensuite, dans la deuxième partie, j'ai fait une petite typologie, mais les grands types d'extractivisme. Donc on va commencer par celui qui a le moins de raison d'être en premier, mais c'est pour s'en débarrasser, ce qu'on appelle l'extractivisme industriel, qui correspond à la deuxième définition que j'avais montrée. Donc on extrait de grandes quantités de ressources minérales, pétrolières, gazières, animales, végétales, sylvicoles, etc., du milieu naturel, puis on les vend sur les marchés habituellement internationaux. Donc là, on est dans une logique essentiellement commerciale. On aurait pu aussi dire l'extractivisme capitaliste, industriel. Voilà, donc là, le but, c'est de faire de l'argent. Ensuite, le deuxième type d'extractivisme, c'est ce que j'ai appelé l'extractivisme raisonné. Donc on nous dit là, repenser notre rapport à la nature. Nous plaidons pour la mise en place d'un réel débat sur le modèle extractif qui amènerait l'ensemble des acteurs à penser et à choisir en toute connaissance de cause leur modèle de développement. À cet égard, les peuples autochtones et les nombreuses résistances qu'ils mettent en œuvre viennent remettre en question notre conception occidentale de la nature comme un réservoir de ressources exploitables. C'est moi qui ai rajouté entre parenthèses et inépuisable. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'on nous parle maintenant des peuples autochtones comme étant des personnes qui peuvent nous aider à comprendre et à mettre en place un modèle de développement qui soit différent de cet extractivisme qui ne tient pas compte de la préservation de la biosphère. Voilà. Et le troisième type d'extractivisme, c'est celui qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est ce que je l'ai appelé l'extractivisme de subsistance et de survie. Alors l'Homo sapiens sapiens, on y revient toujours, existe depuis environ 300 000 ans, à quelques millénaires près. Ils étaient bien évidemment des extractivistes puisqu'ils prélevaient sur les ressources naturelles l'eau, les aliments, les vêtements, les matériaux de leur maison, les matériaux pour les outils, les plantes médicinales complémentaires, etc. Donc là, on a une liste très très longue de ressources qui sont extraites de la nature. Alors pendant presque tout ce temps, y compris pendant le tumulte des glaciations, parce que pendant ces 300 000 ans, on a eu plusieurs glaciations et plusieurs réchauffements,
Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis extractivisme de survie, hein, parce que pendant les glaciations, c'est plus de la survie que de la subsistance. Hein. Alors pendant tout ce temps-là, donc nous avons été des pêcheurs, chasseurs, cueilleurs. Alors pourquoi abandonner un mode de vie qui a si bien fonctionné pendant si longtemps? Voilà. Donc c'est la question de pourquoi la transition entre avant le néolithique et la transition avec le néolithique. Donc abandonner un mode de vie qui a si bien fonctionné, puisque pendant ces 290 000 ans, pratiquement, on peut considérer que la nature n'a pas été vraiment abîmée. Il n'y a pas vraiment eu de grosse détérioration des écosystèmes. Voilà, alors cet extractivisme donc, de subsistance, on peut donner quelques caractéristiques. Hein. C'était donc tout à fait au début de Homo sapiens sapiens, on avait vu ça, qu'ils ont tendance à être animistes, hein, puisque c'est pas encore le moment où on a des religions vraiment très très organisées. Hein. Je parle du tout début hein, de l'Homo sapiens sapiens. Hein. Donc là, le principe, c'est de dire que ils prélevaient uniquement ce dont ils avaient besoin, parce que ça on en avait déjà parlé, à savoir qu'il n'y avait pas tellement de possibilités de faire des stocks, hein, si ce n'est que quelques poissons séchés et viandes séchées. Et vu la faible densité de population, la pression sur le milieu était faible, permettant parfois une certaine sédentarité. Alors ça, on verra que tout dépend évidemment du milieu dans lequel on est, hein, s'il y a une grande abondance ou si c'est un milieu où il y a peu d'abondance de ressources. Alors une chose qui est souvent oubliée, hein, c'est que parfois ils pratiquaient l'enrichissement de la ressource, j'ai mis entre parenthèses agroforêt, hein, donc on pourra en parler plus en détail pendant le débat si ça vous intéresse, ce qui permet d'augmenter la densité de population. C'est-à-dire que quand la population augmente, on est obligé de faire en sorte qu'on enrichit la ressource pour avoir plus de ressources notamment pour l'alimentation de la population qui augmente. Sinon, l'autre solution, c'est la division du groupe. Alors ça aussi, ça se produit dans ce type chez les indigènes, hein, et même en Amazonie, hein, on a vu des exemples de villages qui devenaient trop grands, et donc ce qui se divisait en deux. C'est une pratique qu'on peut retrouver aussi dans la nature. Hein. Certains animaux font ça aussi. Hein. Et dans certains cas, par contre, c'est le nomadisme qui revient. Hein. Donc, on n'est pas du tout dans le schéma de ce qu'on nous avait expliqué, à savoir que les chasseurs, pêcheurs, cueilleurs étaient nomades, et puis que dès qu'on a inventé l'agriculture, ils sont devenus sédentaires. Hein. En fait, la réalité est plus compliquée que ça. Hein. Il y a parfois une succession de sédentarité et de nomadisme. Voilà. Alors ensuite, on nous dit l'expansion coloniale de l'Occident a porté un coup fatal à la plupart des peuples pêcheurs, chasseurs, cueilleurs qui ont été exterminés, assimilés ou marginalisés. C'est moi qui ai rajouté entre parenthèses, ou refoulés dans les régions du globe les moins favorables à la vie humaine. Donc, ce sont des peuples qui ont été vraiment persécutés, hein, parce qu'ils ne voulaient pas s'assimiler à la société moderne. Voilà. Donc il ne reste aujourd'hui que quelques groupes isolés qui vivent encore selon ce mode de vie, comme les Pygmées en Afrique. Donc, eux, ils ont été refoulés dans les forêts profondes. Les Boshima en Afrique du Sud, alors eux, ils ont été refoulés dans les zones arides, hein, comme les aborigènes en Australie. Les sentinelles dans les îles Andaman, alors ça c'est très peu connu, mais voilà, ils vivent dans une toute petite île là, dans l'océan Indien, qui est toute petite et très difficile d'accès, raison pour laquelle ils ont réussi encore à se sauvegarder de la société moderne. Alors quelques tribus d'Indiens d'Amazonie qui ont été refoulées aussi tout à fait au fin fond de la forêt amazonienne, au bas de la cordillère des Andes, hein. Et les Dayaks à Bornéo qui, eux, ont été refoulés dans les montagnes. Je voudrais juste rajouter un groupe qui est absolument pas connu, encore moins. Oui. C'est les Indiens, c'est les peuples premiers d'Inde.
mais du plateau central de l'Inde. Ah oui. Et il y en aurait pratiquement 50 millions. Bon, c'est vrai qu'à l'échelle de la population indienne, c'est pas grand-chose, mais néanmoins, il semblerait que ce soit la... Alors ça, c'est des chiffres d'il y a 15 ans, hein. Je n'ai pas les chiffres récents, hein. Comme toute chose, ça baisse. Et donc, ils sont quand même assez importants parce que j'ai travaillé avec des mouvements gandhiens qui défendaient justement leur accès à la forêt, qu'on essaye de les faire déguerpir. Voilà, c'est juste. Oui, oui. Comment tu les appelles? Bon, on les appelle les Adivasi, mais en fait, c'est un terme générique pour dire peuple premier en hindi. Adivasi. Bon, ben voilà. Bon, ben, je les ai pas trouvés, hein. ADH. Je les ai pas trouvés dans les recherches que j'ai fait, hein. Donc, merci pour cette précision. Ils sont vraiment extractivistes, parce que là, les peuples qu'on Oui. cite, là, c'est des peuples qui sont restés extractivistes à 100%, hein. Bon, là, je ne te dis pas que c'est à 100%, mais il y en a une partie, oui. Et il y a même le gouvernement indien, pour protéger quelques-uns de ces peuples, envoie en fait une seule personne dans ces villages qui habite et qui vit comme ces peuples premiers pour éviter qu'il y ait des visiteurs qui essayent de leur vendre de la camelote. D'accord, oui, ok. Ok, merci pour cette précision, Ebrard. Je me renseigne. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que ces peuples ont été tellement persécutés qu'il en reste encore, hein. Il en reste encore. Il y a une page dans Wikipédia qui est consacrée à eux. ADIVASIS. Oui, je présenterai, j'ai trouvé un PDF qui en parle, je présenterai après, à la fin de la présentation de Didier. Ok. Donc alors la version officielle, c'est de dire que ces peuples sont un anachronisme de l'histoire et destinés à disparaître, hein. Donc ça, il y a des gens qui ont eu le culot de dire ça en toutes lettres, hein, et de l'écrire, hein. Donc, alors la version alternative, elle dit le contraire, hein. Donc elle nous dit à la fin, il ne restera que les savoir-faire et les connaissances des peuples indigènes, hein. Donc ça, c'est une version alternative, c'est une phrase qui a été donnée par un ethnologue, hein. Et donc, ce qu'il y a derrière, c'est de dire que ce sont les peuples indigènes qui ont le plus de chances de survivre si jamais il se produit ce qu'on nous annonce, ce que les prophètes de malheur nous annoncent en ce moment, un peu partout, si jamais se produit l'effondrement civilisationnel, hein. Parce que voilà, ce sont les peuples qui ont l'habitude de vivre dans la nature et de la nature, hein. Donc, ils sont certainement les plus aptes à survivre, hein. Voilà, dans la troisième partie, donc, on a bien compris que toutes ces différents types d'extractivisme ont tout à voir avec la gestion des ressources naturelles, hein. Donc, on va parler d'abord du développement durable, hein, qui correspondait donc au deuxième type d'extractivisme que j'ai nommé l'extractivisme raisonné, hein. L'expression développement durable est apparue par rapport à la critique de l'extractivisme industriel qui tend vers un épuisement des ressources et ne respecte pas l'environnement. Alors, un certain milieu scientifique, donc là on est dans un milieu assez restreint, hein, un certain milieu scientifique a critiqué le développement durable. Donc le raisonnement très rapidement, c'est de dire durable, oui, durable, d'accord, mais pendant combien de temps, hein? Forcément, s'il y a développement, il y a croissance, et puisque les ressources sont limitées, on ne peut qu'atteindre l'épuisement au terme d'une certaine durée. Donc là, c'était la critique qui avait été faite, dire que ce qu'on veut, c'est pas seulement du développement qui dure un certain temps, c'est du développement qui peut... Alors là, ils ont proposé, justement, ce petit groupe de scientifiques, le concept de développement reproductible. Concept qui n'a pas été, comment dirais-je, médiatisé, hein. Peut-être que, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, hein, mais c'est resté quand même une proposition dans un cercle relativement restreint, parce que le développement durable a été, bien entendu, le politique s'en est emparé, et c'est devenu, bon, on en parlera peut-être pendant le débat, mais c'est devenu quelque chose qui n'était pas ce que ça aurait pu être, quoi. Voilà. Ensuite, donc, le développement reproductible, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'abord, le principe fondamental, c'est de ne pas consommer plus que ce que la Terre peut donner. Et donc, j'attire votre attention sur le verbe donner, hein, parce que la nature, c'est pas un système de production, hein. Elle donne tout ce qu'elle
les fruits, tout ça, c'est un don gratuit. Alors, on a le jour du dépassement de la Terre, hein, alerte rouge pour la planète bleue. Ce mercredi 2 août 2023, nous avons consommé toutes les ressources que notre planète peut régénérer en une année. Donc là, il faut bien considérer qu'il s'agit des ressources biologiques renouvelables. Hein. Donc il y a des gens qui se sont amusés à faire des calculs savants, hein, et ils nous disent qu'à partir du 2 août, on avait déjà tout mangé. Hein. On a mangé le fruit défendu, on a mangé toutes les ressources de la planète, que la planète nous donne en l'espace d'une année. Donc à partir d'aujourd'hui, donc à partir du 2 août 2023, nous vivrons 5 mois dans le rouge en entamant le capital naturel nécessaire au maintien de la vie sur Terre. Donc c'est assez simple, assez facile de comprendre. C'est un peu comme une entreprise. Hein. Dans une entreprise, on a ce qu'on appelle le fonds de roulement. Hein. Ben, si on mange tous les ans une partie du fonds de roulement, au bout d'un moment, on n'a plus d'argent pour renouveler les matières à vendre. Hein. Et donc l'entreprise fait faillite. Hein. Donc là, on est un peu dans le même cas par rapport à la planète Terre. Voilà. Alors ce qu'il faut comprendre, on est toujours là dans le développement reproductible. Hein. Les processus vivants sont cycliques. Hein. Tous les processus vivants sont cycliques. Hein. Donc tout ce qui vient du sol doit y retourner. Hein. Donc on se rappelle dans la Bible le fameux verset qui dit tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Hein. Donc théoriquement, dans un développement qui se voudrait reproductible, tout devrait être recyclé. Hein. L'extractivisme qui prend, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, l'extractivisme qui prend et ne rend pas a été considéré comme étant une pulsion de mort, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de tuer la vie en faisant ça. L'extractivisme qui prend et qui rend, voilà, ça c'est la pulsion de vie parce que on est en accord avec les processus vivants qui sont cycliques. Donc l'extractivisme de subsistance est reproductible car il respecte le principe des cycles naturels. Effectivement, tous les matériaux de construction sont extraits de la nature, mais par la suite, si le groupe redevient nomade, par exemple, bon, tout ce qui a été construit, ça revient au sol, hein, ça pourrit, ça se minéralise et ça revient au sol puisque ce ne sont que des matériaux naturels. Hein, donc automatiquement, le cycle naturel est respecté. Alors ensuite, quatrième partie, le mythe de la civilisation. Je vous ai envoyé, je crois, un PDF, j'espère que tout le monde l'a reçu. Hein. Je voudrais juste t'interrompre une toute petite seconde. Est-ce que tu en as encore pour longtemps? Non, pas très longtemps. Pourquoi? D'accord, non, c'est pour qu'on puisse savoir si on intervient ou on échangera à la sortie ou c'est à la prochaine fois. Oui, non, là, je n'en ai plus pour très longtemps. Là. On arrive à la fin. Donc cet article de New Scientist qui parle du mythe de la civilisation, comment les nouvelles découvertes réécrivent l'histoire de l'humanité. Donc j'ai trouvé ça intéressant que dans un article d'une revue scientifique quand même assez sérieuse, on nous parle du mythe de la civilisation. Hein. Donc j'ai extrait 3 phrases de cet article. Hein. L'absence de limitation de l'extraction menace donc de manière inédite la pérennité des sociétés humaines et les conditions de vie sur Terre. Hein. Donc on peut se considérer que l'humanité aujourd'hui est en danger. Hein. Les penseurs occidentaux ont par tradition considéré la société moderne industrialisée comme étant intrinsèquement supérieure à celle des chasseurs-cueilleurs. Hein. Donc on a là ce qu'on pourrait appeler un préjugé. Hein. Et le mot civilisation en particulier comporte des sous-entendus évidents, surtout quand on l'oppose à barbare, sauvage et primitif. Voilà, donc ça c'est 3 phrases que j'ai tirées de l'article en question. Alors, 5e partie, voilà, on va terminer avec la 5e partie, c'est le point de vue du propriétaire, donc on va recoller avec la partie spirituelle, enfin, on a bien compris. Donc la terre et tout ce qui s'y trouve doivent être utilisés de manière responsable pour subvenir aux besoins de la famille humaine. Cependant, nous sommes tous des intendants et non des propriétaires,
de cette terre et de son abondance, et nous serons tous responsables devant le Créateur de ce que nous ferons avec ces créations. Donc le respect et l'amour de la nature et du vivant font partie des valeurs spirituelles. Bon, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres émissions. Hein. Voilà. Donc là, on a deux versets publics. J'ai choisi deux versets publics. J'aurais pu en trouver beaucoup plus. En Genèse 25, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Alors attention, cultiver un jardin, c'est pas véritablement de l'agriculture, c'est plutôt du jardinage. Donc il s'agissait quand même de le protéger, ce jardin, et non pas de le manger comme on est en train de faire. Et ensuite, un verset qui est beaucoup plus dur, Apocalypse chapitre 11, verset 18. Les nations se sont irritées, par hasard, on voit ça dans les informations aujourd'hui. Et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Voilà, donc ça, c'est tout à fait d'actualité. Donc, je donne juste deux petits versets bibliques pour vous montrer que le propriétaire ne va pas accepter, bien entendu, qu'on lui détruise sa création. Voilà, j'en ai terminé. Donc, maintenant, il faut que j'arrive à à sortir, voilà, arrêter le partage. Peu importe, c'est pas grave. Ah, c'est parfait, tu y es arrivé. Voilà, vas-y, bon, Everard, oui. parce que je crois que tu dois partir tôt. Non, oui, j'ai des choses à faire, c'est vrai. Mais je te remercie beaucoup parce que ça me rappelle mon travail que j'ai mené pendant quand même 10 ans, mais pas que avec eux, mais avec ces peuples premiers donc de l'Inde, les Adivasis. Je vous ai envoyé le lien de la page Wikipédia. Dedans, ils disent 100 millions, ce qui me paraît beaucoup, mais en fait, de réellement encore vraiment vivant en fait, de la terre, pratiquement extractiviste, peut-être pas à 100%, mais au moins à 80 ou 90%. Il y en a quand même encore quelques dizaines de millions, ce qui est déjà quand même pas une pécadille. Mais ils sont, comme vous le lirez sur la page, ça correspond exactement à ce que j'ai lu en diagonale, ça correspond effectivement, on les fait déguerpir parce que les projets industriels sont bien sûr prioritaires, n'est-ce pas, comme expliqué Dédié tout à l'heure. Voilà. Alors, personnellement, c'est vrai, tu n'as pas mis vraiment beaucoup de choses sur la dimension spirituelle de ces peuples premiers, et d'ailleurs, ça a été une sorte de pirouette. Tu es venu appuyer à la fin, à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau, puisque c'est à la fois l'Apocalypse et la Genèse. Effectivement, on a cet élément-là, mais moi, toute cette préoccupation très proche de la nature, ça me poursuit, ça m'habite depuis 20 ans. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça vient de quelque part. Et ça manquait. Et j'aurais aimé, mais même si moi je le pratique, une sorte de pont, en quelque sorte, entre cette spiritualité, parce que j'estime qu'on ne peut pas revenir à ces anciennes spiritualités pour des raisons sociologiques qui seraient trop longues à expliquer ici. Mais ce que j'essaye de faire, c'est d'incorporer l'essence même de la pensée de ces peuples premiers dans le modernisme on pourrait dire, de ces nouveaux testaments et aussi de cette nouvelle spiritualité qui reste encore à construire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Claude? Oui, j'ai pas énormément de choses à dire parce que je trouve que cette notion d'extractivisme reste dans le cadre de l'humain tel qu'on le connaît, tel qu'il est. Et moi, j'amène toujours le fait que... je rappelle le fait qu'au fond de nous avons des ressources spirituelles qui devraient transfigurer, disons, nous transfigurer, nous, mais pas seulement nous, aussi l'ensemble de la création. Donc,
du Jardin d'Éden, on n'a aucune idée de la manière dont les humains pouvaient fonctionner. Enfin, moi, j'en ai un petit peu parce que Michel Potet nous en a parlé, bon, par ce qu'il ressent, ce qu'il a pu comprendre de cela. C'est-à-dire que on voit, quand il nous en parle, on voit, enfin, il y a l'idée d'un jardin où les arbres donnent un fruit qui lui-même est spirituel. On ne mange pas les animaux, on ne mange pas tout ça, il y a quelque chose d'autre. Et toute la nature se nourrit d'une manière tout à fait particulière dont on n'a plus idée aujourd'hui. On n'a plus idée parce que l'homme est tombé, entre guillemets, enfin il a choisi en fait une direction existentielle qui l'entraîne dans cette voie matérialiste où il ne voit plus que les choses sous cet angle-là. Donc l'ensemble des ressources telles que nous les voyons, des ressources de la Terre, et il y en a encore des cachées qu'on ne connaît pas, il ne faut pas non plus se leurrer, mais l'ensemble des ressources nous paraissent limitées parce qu'on reste dans cette conception matérialiste, limitée, comptable des choses. Alors qu'il y a un autre type de vie, et cet autre type de vie qui est au fond de nous demande à être ressuscité, littéralement. Et c'est ça l'objectif je dirais, de la pénitence, hein, tel que je vous en ai parlé à travers la présentation de la révélation d'Arès. Donc, moi, je ne vois pas du tout les choses sous un revenir à tel ou tel type d'économie. Bon, il y a un petit peu de non-gaspillage, des choses comme ça à respecter, mais en même temps, quand on regarde la nature, on voit bien que elle donne allègrement. Bon, moi j'ai des arbres fruitiers, bon, mais il y en a à moitié, il y a moitié des fruits qui pourrissent parce qu'on les ramasse pas non plus suffisamment vite, mais enfin qui pourrissent par terre. Elles donnent beaucoup plus qu'il ne faut en réalité. Donc je vois pas ça comme ça, de façon limitée, restrictive. Je vois qu'il y a une transformation, si vous voulez, qualitative de l'humain qui transformera aussi la nature et la création autour de lui. Et à ce moment-là, on trouvera des réponses qu'on ignore totalement aujourd'hui et qui ne seront pas des réponses technologiques comme le transhumanisme nous les met en avant parce que lui aussi reste enfermé dans cette conception de l'homme matérialiste, quoi, uniquement animal. Voilà ma réflexion, disons, là-dessus. Et juste pour dire un mot, je crois, sur le mythe de la civilisation, c'est celui dont je crois c'est ce que nous a envoyé Didier. Et justement, il y a quelque chose de très bizarre dans ce PDF, qui étonne en tout cas les scientifiques, c'est que à peu près à moins 10 000 ans avant Jésus-Christ, il y a tout d'un coup des agriculteurs, des éleveurs qui apparaissent, et en fait, on ne sait pas comment ça s'est fait. Alors qu'avant, c'était censé être un peuple de chasseurs-cueilleurs. Tout d'un coup, hop, sur un temps très court, quelque chose de nouveau apparaît. Alors que pendant des millions d'années, ça a avancé extrêmement lentement. Il y a quand même une singularité, là, pour reprendre ce terme-là, qui est assez curieuse. Ben, s'il n'y a pas l'hypothèse Adam, c'est-à-dire d'une création qualitative d'un autre humain qui vivait sur cette terre de façon comme un peuple spirituel, évidemment, on ne peut pas expliquer ce genre de choses. Hein, comment arrive la parole, la créativité, enfin, bon, énormément de choses qui arrivent là, ben, sinon par les dons divins qui sont faits sur cet animal pensant, quoi, à un moment donné. Et après, lui choisit une certaine orientation, et on est toujours dans cette orientation, on n'y est pas revenu. Voilà, si vous voulez, moi, la façon dont je vois les choses. Donc, je n'ai pas de peur particulière par rapport aux ressources matérielles du monde. Il y a des tas de ressources qu'on ignore encore complètement, et notamment les ressources qui sont au fond de nous. Merci Claude. De rien. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que je dirais, tu n'as pas de peur, bon, bah, parce que effectivement, tu as une certaine foi que tu nous partages régulièrement. Que personnellement, je ne partage pas. L'extinction, par exemple, massive des espèces, si tu veux, c'est un fait qui est, on est dans un cycle de troisième extinction. Ça, ces ressources-là, ces espèces qui sont tuées par le développement des activités humaines sont quand même
des faits durs. Il y a également la dégradation de l'humain en tant que tel, c'est-à-dire notamment par tous les produits chimiques et tous les l'environnement toxique que nous avons, qui fait par exemple que le nombre de spermatozoïdes diminue chez les êtres humains. Et puis tout un tas d'effets comme ça, je cite que celui-là, mais il y en a énormément d'autres. La réduction de la taille du cerveau humain également. Il faut savoir que Néandertal avait une taille de cerveau plus grande que la nôtre, que la transition néolithique a fait une réduction du cerveau, une première réduction du cerveau. Il y a une deuxième réduction du cerveau à peu près il y a 3000 ans, de la taille du cerveau, avec le travail collectif qui a nécessité que nous ayons moins de choses à mémoriser. Donc nous avons une trajectoire qui est là-dessus et qui est plus qu'inquiétante. Alors après, qui est un Adam qui a existé, qui reviendra, etc. Bon, là, on est dans l'hypothèse. Là, je ferai la transition sur la Genèse et sur ce que tu disais, Didier. Dans la Genèse, il y a aussi croissez et vous multipliez, qui est quand même, enfin pour moi, vraiment un des éléments importants des religions monothéistes, justement, c'est qu'elles accompagnent cette croissance, elles accompagnent ce progrès qui se met en marche. Et si elles surviennent à ce moment historique, c'est pas du tout un hasard. Et en fait, elles sont compatibles, elles accompagnent cette transition et cette accélération de la croissance exponentielle. Et c'est bien pour cela que je pense que c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles les religions monothéistes doivent s'achever. Si on doit trouver une nouvelle spiritualité, il faut que ça soit clairement, enfin moi ça me semble clairement, peut-être pas en opposition aux religions monothéistes, parce que l'existant est là, hein, mais en tout cas en rupture et en prolongement. En tout cas, il faut qu'il y ait une rupture, il faut qu'il y ait peut-être un prolongement de cela dans un sens différent pour que cette transition, je dirais, cette courbe qui a été prise à partir du néolithique, il y a une autre courbe qui s'amorce pour aller vers quelque chose peut-être de plus durable, entre guillemets. Donc là, je pense que pour moi, c'est vraiment un très fort. Et on arrive, je sais que peut-être beaucoup ne sont pas d'accord avec ça, hein, mais je pense que c'est un point extrêmement fort de la situation actuelle. Et que c'est pas dans ces vieilles, c'est pas parce qu'elles sont vieilles que sont mauvaises. Je pense qu'elles sont, et c'était adapté à l'époque à laquelle elles étaient adaptées, ne sont pas adaptées à la situation. C'est ça le point fort, je dirais. Je dirais que la démonstration qui ressort, me semble-t-il, de ce que présente Didier, c'est cela. Enfin, moi, c'est en tout cas la conclusion que j'en tire. En fait, les extractivistes, ce sont un peu les chasseurs-cueilleurs, pêcheurs. Hein. Je pense que c'est. Alors, suivant le mode, mais enfin, le mode, je dirais, traditionnel, c'est chasseurs-cueilleurs, pêcheurs-cueilleurs, que nous pratiquons toujours. Hein. La pêche, elle a beau être industrielle, c'est quand même que de l'extraction et du prélèvement. Il y a un peu de comment ça s'appelle, de pisciculture, des choses comme ça, mais ça reste assez marginal. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu aies parlé justement de cette transition lente, parce que je pense qu'il y a effectivement une présentation. Alors effectivement, il y a une révolution néolithique, etc. Mais on a l'impression d'une rupture brutale, etc. Les scientifiques ont ajouté maintenant, entre le paléolithique et le néolithique, le mésolithique, quand même. Hein. C'est-à-dire que la transition, en fait, elle se fait en fait beaucoup plus doucement et c'est complètement, je dirais, raccord avec ce que tu présentes, avec l'agroforêt, par exemple, que j'ignorais. Donc, c'est un genre de culture dans la forêt, si je comprends bien. Hein. Peut-être prendre soin des arbres, les tailler, etc., pour qu'ils donnent plus, des choses comme ça. Voilà, et ces pratiques sont très anciennes. J'évoquais l'autre jour, notamment les aborigènes qui sont arrivés en Australie il y a 40 000 ans et qui ont mis en place des systèmes d'irrigation et tout ça à l'époque. Hein. Et pourtant, ils sont considérés comme parmi les peuples les plus primitifs. Donc on voit bien que ça remonte beaucoup plus loin que ça
et que bon, ça s'est fait sans doute par des allers-retours et compagnie, mais cette révolution, elle vient de loin, elle n'est pas le fruit d'un hasard, et là, du coup, ça m'amène à ce que tu disais sur la civilisation, qui ne serait pas une civilisation. Je pense qu'on a un débat peut-être à mener vraiment spécifiquement sur ça. Je pense que je vais l'ajouter au programme. On a eu un peu le même débat dans le CRC entre civilisation et barbarie, par exemple. Et entre ces notions de barbarie, de civilisation et de sauvage, hein, qui me semble importante, et d'essayer de faire un focus là-dessus. Mais je le proposerai comme un débat en tant que tel. Voilà, c'est tout. Eberhard? Oui, je voulais rajouter quelque chose parce que c'est un peu pour taquiner Claude. Il ne s'inquiète pas des ressources matérielles sur cette terre, mais je lui poserai la question, est-ce qu'il ne mange que des fruits de son arbre? Est-ce qu'il ne mange pas autre chose? Et ça, c'est donc, moi, je pense qu'effectivement, les ressources sont en disparition, et notamment de ressources de terres arables. Pas seulement arables dans le sens, c'est aussi la diversité paysanne. En fait, parce que bon, bien sûr, c'est extractiviste aussi, mais certains paysans comme moi essayent de prendre exemple en quelque sorte sur les extractivistes aborigènes pour, disons, ne prendre de la terre que ce qu'elle veut bien prendre. Et effectivement, par contre, je suis d'accord avec Claude, quand il dit qu'on a des ressources qui sont inconnues en nous, c'est notamment des ressources spirituelles qui sont les ressources de l'amour. Et tous les jours, comme moi ce matin, c'est par amour que je vends mes légumes sur cette terre et qui est complètement méprisée, n'est-ce pas, Claude? Tu sais, tu me disais que j'allais trouver ma nouvelle Ève, mais cette nouvelle Ève, c'est la vôtre. J'espère. Non, Oui. non, mais c'est Ah la non, mais vôtre. c'est la nôtre, Parce bien que vous sûr. ne vous rendez pas compte que sans la nouvelle Ève, donc cette jeune et belle femme qui s'offre donc par amour à la création, hein, et donc entre autres à ce paysan en quelque sorte qui est un extractiviste de la manière, sans celle-là, vous allez mourir de faim. D'ailleurs, il y a les paysans qui disent une chose, un paysan qui affiche quelque chose de très sympathique, c'est notre faim sera votre faim. Alors notre faim, F-I-N, sera votre faim, F-A-I-M. Et ça, vous, les citoyens, je dirais, pour la grande partie, les citoyens citadins ou ceux qui ne travaillent pas la terre, vous en êtes complètement inconscients. Et c'est ça qui est le gravissime. Et voilà, donc, et maintenant, donc, c'est pour ça que la dimension spirituelle donc, de cet amour, et par contre, je vais m'opposer un petit peu en faux à Luc là-dessus, c'est que je ne pense pas que le problème essentiel soit la monothéisme, mais plutôt c'est le monothéisme tel qu'il a été compris par une société qui ne pense qu'à l'homme, anthropologique, hein, disons anthropocentré, tu vois, le monothéisme anthropocentré. Et si vous vous rappelez mes textes que j'ai écrits, donc Sauver la patrie par la grâce de l'Esprit Saint, ou même en Histoire d'amour, ou même d'autres, le bien, là, ce que j'étais intervenu sur le bien, là, c'est plus l'homme qui est au centre, c'est l'amour de Dieu pour l'homme, et nous ayons donné une création. Et une création qu'il faut aimer. Et aimer, ça veut dire aussi, je travaille. Je vais aimer, travailler pour nourrir l'humanité, mais rendre grâce à Dieu en quelque sorte. C'est même pas d'une manière utilitariste, parce que si j'ai une petite critique à Didier, c'est qu'en fait, c'était très, très finalement utilitariste. Je comprends cette habitude que l'on a. C'était seulement sous-entendu qu'il y avait une dimension spirituelle derrière. Hein. Mais les peuples premiers, ils étaient toujours en quelque sorte dans cette crainte d'un dieu protéiforme, hein, les dieux de la forêt, les dieux du poisson, les dieux de la fertilité, etc. Donc tout ça, c'était sous-entendu dans sa présentation, mais il nous faut mettre un verbe derrière. Et voilà, donc c'est voilà les points que je voulais aborder. Merci beaucoup, Eberhard. Bah, écoute, avant de donner la parole à Claude, oui, si c'est un monothéisme entendu comme tu viens de le dire, c'est-à-dire où Dieu est spinoziste, comme on l'a dit, je prends dans une émission précédente, Dieu donc la nature, là effectivement, là je pense qu'il y a la place pour un monothéisme, mais de cette nature-là, c'est-à-dire extrêmement transformé par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Muté, enfin c'est une mutation importante. Vas-y, Claude.
Oui, bah, je confirme, Luc, là-dessus, hein, sur le monothéisme, c'est Dieu, la nature, et puis nous, et nous qui sommes si Dieu. Deux points, quand même, quand tu parles de la disparition des espèces, oui, c'est peut-être triste, mais enfin, bon, ceci dit, ça a toujours existé tout au long de l'évolution, hein. Les dinosaures ont disparu, on ne va pas pleurer sur leur disparition, même s'ils deviennent des jouets pour les enfants, tout ça. Bon, ça n'arrête pas la disparition des espèces, et il y aura des espèces nouvelles qui se créeront aussi. Donc tout ça, ça bouge, c'est mouvant. C'est pas, on n'est pas là pour simplement gérer un patrimoine entre guillemets. Enfin, c'est moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Quand tu cites le croisé et multiplié de la Bible, ce qu'il faudrait entendre, c'est pas croisé et multiplié, c'est-à-dire reproduisez-vous comme des lapins. C'était pas ça l'idée. L'idée, c'est des croiser et multiplier spirituellement. Ça, c'est quelque chose qui est donné à l'espèce adamique pour qu'elle spiritualise l'ensemble de la Terre en partant de ce jardin d'Éden qui était un espace vraisemblablement limité sur cette Terre. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses et ça n'a rien à voir avec cette démultiplication matérielle, hein, c'est croisser et multiplier en qualité véritablement qui est derrière. Voilà. Donc, et puis je sais plus, je voulais dire autre chose aussi, mais je ne m'en souviens plus, mais c'est pas très, 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 très important. Voilà. Didier, est-ce que tu veux Merci. conclure? Pardon. Oui, pardon. Et merci à Didier tout de même pour son exposé, mais j'ai trouvé moi aussi que la dimension spirituelle n'était pas forcément évidente. Elle était implicite, sous-jacente, quoi. En tant que gestionnaire, disons, de la Terre, quoi. L'homme gestionnaire de la Terre, elle était là, de façon latente. Ouais. Voilà. Oui, Mais merci. peut-être, mais ça a quand même permis de. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça complète bien, je pense, ce qu'on a Mm. discuté l'autre jour sur l'animalisme et sur l'animisme, pardon. Et je pense on est quand même pas du tout hors sujet. On est un petit peu autour, mais je pense quand même que Mm, mm, mm. c'est utile à nos travaux. Ouais. Mm, mm, Didier, si tu veux. C'est volontaire, hein, c'est volontaire si j'en ai pas parlé beaucoup de l'aspect spirituel, parce que vous avez vu que j'ai quand même fait une présentation qui a duré 33 minutes. Donc, je l'ai fait exprès parce que je savais que dans le débat, on allait en parler. Donc, mm. comme on avait déjà parlé de l'animisme et même du transhumanisme, on s'est aperçu que la biosphère qui abrite la vie, hein, et donc on en a suffisamment parlé, c'était déjà tout, très implicite, hein, que la protection de l'environnement fait partie des valeurs spirituelles. Donc c'était volontaire parce que je ne pouvais pas tout dire, il y avait beaucoup de choses à dire et ça a déjà fait une présentation assez longue. Alors ce que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit, Claude, c'est que oui, on voit bien que toi, bon, je connais la révélation d'Arès, bien sûr, hein, on voit bien qu'il y a un optimisme, hein, euh, qui me semble, Modéré, hein. Il est modéré, euh, pardon, oui. oui, bah, moi je le Il trouve est pas, oui, je le trouve pas très modéré, je le trouve exagéré, non, 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 et non, même à non, la mais limite je le trouve inquiétant, On parce ne que s'interrompt pas, messieurs, s'il vous plaît. Vas-y, Didier. oui, je le trouve inquiétant parce que, si tu veux, c'est un peu, ça me fait penser, toi, à ton optimisme, même quand tu arrives à trouver quelque chose de positif dans le transhumanisme, ça me fait peur parce que ça me rappelle certains courants de pensée qui existent dans le New Age, hein, où il y a beaucoup de mouvements, où on n'arrête pas de nous dire, ne vous inquiétez pas, tout va très bien, le château brûle, mais tout va très bien, Madame la Marquise. Et où on veut absolument nous faire, comment dirais-je, nous conditionner à cette idée que tout va très bien, que tout est sous contrôle, etc. Et alors je trouve que cet optimisme, il est un peu, comment dirais-je, il est un peu virtuel, quoi, parce que c'est pas conforme à la réalité qu'on voit, hein. Et même dans la révélation d'Arès, il y a quand même le verset qui dit que si on fait pas, si on change pas suffisamment vite, il va venir le moment où il y aura ce qu'il appelle le péché des péchés, hein. Et donc absolument, c'est ça. on nous annonce quand même quelque chose de beaucoup plus dur, hein. Donc je ne sais pas si l'optimisme est vraiment comment dire, s'il faut vraiment rester dans un optimisme comme ça. Je crois pas. Il y a quand même les insectes qui sont en train de disparaître, hein.
Ça a été dit et redit plusieurs fois que maintenant on fait 100 km en voiture sur l'autoroute et on n'a pas le pare-brise qui est collé d'insectes comme avant. Hein. Or, la disparition des insectes et des abeilles et de tout ça, c'est quand même des choses qui sont dramatiques parce que c'est quand même eux qui fertilisent, enfin, qui ne fertilisent pas, qui, comment on dit, j'ai oublié le mot, mais qui font que les plantes, que les fleurs sont fécondées, voilà. Hein, et donc, sans les insectes fécondateurs, eh c'est toute la production végétale qui va être perturbée. Et donc, on risque de passer par une période de manque d'aliments, etc. Donc, moi, je ne vois pas du tout. Je suis pas optimiste comme toi, Claude. Juste un point là-dessus, je suis pas optimiste, j'en sais rien. Ce qui va advenir, ça dépend justement de notre choix de nous lancer dans le développement spirituel ou pas. Mais je dis que dans la manière de voir le monde, si on ne la voit que du point de vue matérialiste, on ne peut que avoir peur, craindre le pire, etc. Il n'y a pas, y a pas de porte de sortie, quoi, de mon point de vue. Donc, la seule porte de sortie, en fait, elle est spirituelle, véritablement. Mais ça n'est pas gagné. Et comme tu le dis très justement dans la révélation d'Arès, il lui dit, attention, il y a le péché des péchés qui peut arriver, qui peut pleuvoir. Hein, c'est pour ça que je t'envoie à la moisson avant. Péché des péchés, c'est carrément l'homme s'anéantit. Hein. Il disparaît. C'est pas juste la disparition matérielle de l'espèce, c'est vraiment la disparition même de la racine même humaine, ce pourquoi il a été fait, quoi. Donc c'est extrêmement grave ce qui est derrière. Donc je sais bien qu'il y a ça derrière. Mais c'est pour nous rappeler que dans notre façon de raisonner les choses, on ne peut pas penser juste notre ressource en termes de nourriture, de matière, de matériaux, de travail, etc., simplement uniquement dans le cadre du matériel tel qu'on le connaît. Voilà. Il y a d'autres choses qui viendront. Et c'est à D'accord. nous de les faire sortir, bien entendu. Ok, merci pour cette clarification, Claude. Voilà, je comprends mieux ta position maintenant. Oui. Alors, en ce qui me concerne, je n'ai pas peur. Hein, je n'ai pas peur parce que, de toute façon, en tant que croyant, je crois à la souveraineté de Dieu hein, sur tout ce qui se produit sur la terre. Et donc, si vraiment on ne change pas suffisamment vite, eh bien, on retournera euh, vers une réalité complètement différente de celle qu'on vit aujourd'hui. Hein. Dieu nous a dit dans la Bible, il nous a dit si vous mangez le fruit défendu, vous mourrez. Donc, alors, je suis d'accord qu'on peut considérer que Dieu va intervenir pour que nous puissions changer et que le péché des péchés n'arrive pas, mais il y a quand même la possibilité que ça se produise. Hein. Et donc, si ça se produit, eh bien, on retournera euh, plus ou moins forcé, hein, obligé. Hein, l'effondrement civilisationnel se produira, le décroissancisme, la décroissance viendra, et il y aura une période absolument catastrophique. Hein, et on redeviendra, je ne sais pas trop quoi, effectivement. Certains disent qu'on va retourner au Moyen-Âge, d'autres disent qu'on va retourner à l'âge de la pierre. Mais il faut, je pense que même dans un cadre de souveraineté complète et totale de Dieu sur la terre, on ne peut pas, comment dirais-je, repousser la possibilité que cela se produise. Hein. Et en ce qui me concerne, je ne considérerais pas ça comme quelque chose de forcément négatif, dans la mesure où on se fie par exemple aux âges qui sont donnés dans l'hindouisme, hein, par exemple. On serait en ce moment à ce qu'on appelle l'âge de fer, hein, qui est donc la fin d'un cycle. Et comme j'ai expliqué dans le développement reproductible que tout ce qui est naturel est cyclique, eh bien, on serait à la fin d'un cycle, hein, c'est-à-dire qu'il y aurait effondrement de la civilisation et on repartirait dans un autre cycle, hein, qui serait l'âge d'or. Et donc, on se retrouverait finalement à la position des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs pour refaire un autre cycle. Hein, voilà. Donc, ça c'est une hypothèse, hein, évidemment, mais je veux dire, de toute façon, moi, je n'ai pas peur par rapport à ce qui peut arriver. Et je ne crois pas que je vois les choses uniquement de manière matérialiste, hein, même si ça peut donner cette impression.
j'avais laissé le côté spirituel pour le débat. Je Je voudrais juste. leur demander, oui, un petit mot. Oui, et deux puis mots, on, ce sera on en rapide. restera là. Parce qu'en fait, j'ai entendu aussi bien Claude que Didier, c'est si on laisse, si nous, on est tout de suite dans une dimension très très collective. Si nous laissons détruire la nature, etc., si ainsi de suite, quoi. C'est très collectif. Mais en fait, effectivement, Adam chute, la chute d'Adam à travers le péché, mais n'oubliez pas aussi à travers le Nouveau Testament, à travers la foi, et là, cette fois-ci, elle est individuelle en Christ, d'accord? Eh bien, il y a résurrection de l'homme. Résurrection par l'amour, foi dans l'amour, en disant, voilà, le Christ a apporté l'amour. Et donc, c'est moi, j'ai foi en. Et c'est pour ça que je vais bouger et je vais faire la révolution du monde. Malheureusement, l'Église a très vite tourné, disons pas très vite, mais disons a tourné court. Elle est redevenue un gros animal qui a enlevé la capacité, en général, aux judéo-chrétiens, hein, comme on a aujourd'hui, et elle est retombée à nouveau dans le gros animal platonicien. On n'a pas éduqué l'individu qui veut aimer, qui veut aimer dans la dimension christique, et on s'est dit, oh bah tranquille, c'est le collectif, c'est le groupe, etc. Et on a enlevé la capacité de cette liberté créatrice. Et la foi, et qui est possible seulement à travers la foi, à une foi dans l'amour absolu. C'était tout. Merci Eberhard, ben ça sera le mot de la fin.